Ma belle-fille m'a insulté devant ses amis et m'a appelé le pseudo-papa. Le lendemain matin, je l'ai mise à la porte de ma maison et lui ai bloqué l'accès à tous mes fonds et propriétés. Ce qui s'est passé ensuite était plutôt inattendu. Je vais tout vous raconter. D'abord, laissez-moi vous remercier rapidement pour votre soutien continu. Cela signifie beaucoup pour nous. Si vous appréciez les histoires que nous partageons, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ce serait génial si vous pouviez laisser un commentaire en indiquant de quelle ville vous nous regardez. Nous sommes ravis que vous appréciez nos histoires. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'histoire. Je n'ai jamais voulu remplacer qui que ce soit. C'était clair depuis le début. Quand j'ai rencontré Carla, elle était déjà mère. Sa fille, Jada, avait 12 ans, juste assez âgée pour rester sur ses gardes et juste assez jeune pour aspirer à la stabilité. Je n'essayais pas d'être son père. Je ne me suis jamais présenté de cette façon. Je ne l'ai jamais exigé. Je n'ai jamais demandé ce titre. Tout ce que je voulais, c'était être là, stable, présent, quelqu'un qui ne disparaîtrait pas quand les choses deviendraient compliquées. Carla était belle, ambitieuse et sortait d'un divorce brutal. J'étais dans une situation confortable, propriétaire d'une entreprise, une maison tranquille, pas d'enfant à moi. Ça aurait pu rester simple, mais je suis tombé amoureux de l'idée d'une famille. J'ai choisi cette vie. Je les ai choisis. La première année, Jada me parlait à peine, sauf si on l'y incitait. J'obtenais des hochements de tête, des roulements d'yeux, des grognements. Carla disait que c'était normal. Elle est protectrice, disait-elle en me caressant le bras pour me rassurer. Elle finira par s'y faire. Alors j'ai attendu. Je la conduisais à l'école, j'ai assisté au concert du collège et j'ai payé pour chaque petite chose pour laquelle son père ne s'est jamais manifesté. Ça ne me dérangeait pas. Je me disais que le respect ne se donnait pas, il se gagnait. Et mon Dieu, j'ai essayé de le gagner. Quand elle a voulu une fête d'anniversaire sur le thème des chevaux, j'ai construit une étable de fortune dans le jardin. Quand elle a échoué en maths, j'ai engagé un tuteur privé. Quand elle a pleuré à cause d'amis qui l'avaient trahi, c'est moi qui étais assis devant sa porte de chambre, attendant juste qu'elle dise quelque chose. Je n'ai jamais insisté. Je voulais juste être une constante dans un monde qu'il avait déjà trop souvent laissé tomber. Mais rien de ce que je faisais ne semblait jamais suffisant. Quand elle a eu 16 ans, c'était comme vivre avec une étrangère qui me détestait juste pour le fait d'exister. Carla trouvait toujours des excuses. Les adolescentes sont difficiles, disait-elle. Elle ne le pense pas vraiment. Mais parfois, Carla ne voyait pas ce que je voyais. Comment Jada devenait complètement froide quand j'entrais dans une pièce. Comment elle me parlait comme si j'étais le personnel de maison. Comment elle m'excluait volontairement des conversations, des projets, même des photos. Je mettais ça sur le compte de l'immaturité. J'essayais de ne pas le prendre personnellement, mais ça me rongeait. Silencieusement, constamment, cela érodait la chaleur que je ressentais autrefois dans ma propre maison. Je me souviens de la nuit où tout a basculé. C'était un vendredi. Jada avait quelques amis à la maison, des filles de son université, toutes apprêtées et bruyantes, jetant leurs sacs sur mon canapé blanc comme si c'était le leur. Carla était en voyage d'affaires pour une conférence, j'étais donc le seul adulte à la maison. Le bruit ne me dérangeait pas, j'y étais habitué, mais quelque chose me disait de ne pas m'attarder. J'ai apporté des sodas et des snacks supplémentaires comme je le faisais toujours, en essayant de ne pas être trop envahissant. Merci, monsieur Reynolds, a dit l'une de ses amies. J'ai souri, hoché la tête et me suis retourné pour partir. Puis je l'ai entendu, assez fort pour me figer sur place. Pourquoi il essaie toujours autant? Jean, ce n'est même pas mon vrai père. C'est un tel pseudo-papa. C'est un peu pathétique. Des rires ont suivi. Pas des rires choqués, des rires à l'aise, complices. Je n'ai pas bougé. Je suis resté juste au coin du mur, hors de vue, tenant un plateau de boisson comme un idiot. Mes mains tremblaient, pas de rage, mais de quelque chose de plus froid, de plus vide. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était la désinvolture avec laquelle ils avaient été prononcés. Comme si c'était ainsi qu'elle parlait toujours de moi. Comme si je n'étais rien de plus qu'une blague récurrente dans ma propre foutue maison. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai ravalé ma salive. J'ai posé le plateau, suis monté à l'étage et me suis assis sur le bord de mon lit en silence pendant un long moment. J'ai dû fixer le sol pendant 1 heure avant de pouvoir enfin respirer normalement. Le lendemain matin,
elle est descendue comme si de rien n'était. Les cheveux en chignon décoiffés, le téléphone à la main, faisant défiler son écran avec ce désintérêt étudié. Elle ne m'a même pas regardé quand elle a dit « On n'a plus de lait d'avoine ». Je l'ai regardé, vraiment regardé. Son visage était si familier et pourtant si distant. On n'a plus de respect non plus, ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? Je me suis levé lentement, en repoussant ma chaise. Tu as 30 minutes pour faire tes valises. Tu n'es plus la bienvenue ici. Elle a ri. Littéralement ri. Tu plaisantes. Non. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. C'est ma maison. Non, c'est la mienne. Et tu as clairement montré que tu ne veux pas de moi dans ta vie, alors je n'y serai plus. Elle est partie en trombe, appelant sa mère. J'entendais la voix de Carla crier à travers le téléphone. Choquée, furieuse, mais je m'en fichais. Je me suis connecté à mes comptes. J'ai désactivé sa carte de crédit, révoqué l'accès aux véhicules partagés, changé les codes de la serrure intelligente, tout ce que j'avais mis en place pour lui faciliter la vie. J'ai tout coupé en moins de 20 minutes. Elle pleurait et faisait les 100 pas quand je lui ai dit que son Uber était dehors. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas regardé en arrière quand la porte s'est refermée derrière elle. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un homme qui venait de se faire retirer une tumeur de la poitrine. La cuisine était silencieuse le lendemain matin. Le genre de silence pesant qui vous enveloppe les épaules comme une serviette mouillée. J'étais assis seul à table, sirotant un café devenu tiède, regardant la vapeur disparaître plus vite que je ne pouvais rassembler mes pensées. J'avais à peine dormi, non par regret, mais à cause du poids d'une décision irréversible. Jada était partie la veille dans un tourbillon de protestations choquées et d'accusations larmoyantes. Mais je n'avais pas cédé. Les mots qu'elle avait prononcés devant ses amis résonnaient dans ma tête comme un refrain que je ne pouvais oublier. Pseudo-papa. Pathétique. Ma poitrine se serrait chaque fois que je me souvenais des sourires narquois, des ricanements, de la façon dont il m'avait rejeté comme un mauvais personnage de sitcom. Je ne m'attendais pas à de la gratitude, mais ce niveau de mépris, ça a creusé quelque chose en moi. Quand Jada est finalement descendue ce matin-là, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de descendre d'un podium de défilé. Cheveux lissés, maquillage impeccable, son attitude de retour. Il n'y avait pas une once de remords sur son visage. Elle portait sa défiance comme un manteau de créateur zippé jusqu'en haut. Elle m'a jeté un regard, puis a regardé le petit déjeuner intact que j'avais préparé par habitude. Toast, le lait d'avoine dont elle s'était plainte, et a eu un ricanement si léger qu'il était à peine audible. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû laisser passer comme toutes les autres petites piques. Mais quelque chose en moi a craqué. J'en avais marre de laisser passer les choses. J'en avais marre de faire semblant d'aller bien en vivant avec quelqu'un qui détestait clairement chaque souffle que je prenais en sa présence. Tu peux t'asseoir, ai-je dit sans lever les yeux, mais tu ne resteras pas, elle a ri de nouveau. Toujours là-dessus. J'ai croisé les mains sur la table et les regardé droit dans les yeux. Tu as dit ce que tu as dit et j'ai fini de faire comme si je n'avais pas entendu. Elle a roulé des yeux et s'est appuyée contre le comptoir. C'était une blague. Mon Dieu, tu es si susceptible. Pas étonnant que tu ne sois pas un vrai père. Je n'ai pas bronché. Exactement. Je ne suis pas ton vrai père, donc je n'ai aucune obligation de t'héberger, de te nourrir ou de financer ta vie. Tu es une adulte maintenant, Jada. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume-le. Elle a cligné des yeux, surprise un instant. Sa façade de fille cool s'est fissurée, puis elle a souri, un sourire crispé et suffisant. Maman ne laissera pas passer ça. Je me suis levé et j'ai pris mes clés. Alors elle est la bienvenue pour te trouver un endroit où rester. Tu as 30 minutes. J'ai quitté la maison avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. J'ai conduit un moment, sans but, essayant juste de calmer mon rythme cardiaque. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des appels de Carla, quelques-uns de Jada que j'ai ignorés. Chaque vibration était comme une exigence, une tension sur ma patience. Je me suis garé dans un centre commercial, j'ai acheté un café dont je n'avais pas besoin et je me suis assis sur le parking à regarder le vide. Quand Carla a finalement envoyé un message qui disait simplement « Nous devons parler maintenant », je suis rentré à la maison, en me blindant. Je m'attendais à de la colère. Je ne réalisais pas à quel point elle serait prête à riposter.
Quand j'ai ouvert la porte, elles étaient toutes les deux là, Jada sur le canapé comme si de rien n'était. Carla, debout dans l'entrée, les bras croisés, comme une directrice d'école attendant de gronder un élève. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai posé mes clés avec des mouvements lents et délibérés. Carla n'a pas perdu de temps. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle lâché, la voix tremblant plus d'émotion que de volume. C'est ma fille. Tu n'as pas le droit de la jeter comme un déchet. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. Elle m'a manqué de respect, pas seulement en privé, mais devant ses amis. Elle a tourné en dérision tout ce que j'ai fait pour elle, et tu as laissé faire ça pendant des années. C'est une enfant, a crié Carla. Elle a 20 ans, ai-je corrigé. Une jeune femme qui sait exactement ce qu'elle fait. Et si tu penses vraiment que ce n'est qu'à propos d'un commentaire, alors tu n'as pas fait attention. Carla m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Jada, depuis sa place sur le canapé, a souri narquoisement en faisant tourner son téléphone entre ses doigts. Ce regard, si suffisant, si imperturbable, a rallumé quelque chose en moi que je ne savais pas encore brûler. Je me suis tourné vers Carla, essayant une dernière fois de la raisonner. Tu ne le vois vraiment pas? La façon dont elle me parle? La façon dont elle me traite comme une blague? Je n'ai jamais essayé de remplacer son père. J'ai juste essayé d'être un homme décent dans sa vie et elle n'a fait que me cracher au visage en retour. Elle traverse des moments difficiles, a crié Carla. Tu penses qu'elle est parfaite? Elle a des problèmes d'identité, de pression, d'être tenue responsable, ai-je interrompu, parce que c'est tout ce dont il s'agit. Elle n'a jamais eu à faire face aux conséquences. Et maintenant qu'elle doit le faire, tu agis comme si j'étais le méchant. Jada s'est levée, les bras croisés. Tu agis comme si tu étais un héros. Tu as acheté des choses. La belle affaire. Ça ne fait pas de toi un père. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de chagrin. Juste une froide compréhension que cette personne ne me verrait jamais comme autre chose qu'un portefeuille. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je ne suis pas ton père, mais j'étais ta bouée de sauvetage, et je viens de couper la corde. Carla s'est précipitée en avant, m'attrapant le bras. Tu ne peux pas faire ça, Darren. S'il te plaît, ne laisse pas ça tout gâcher. Mais c'était déjà fait. J'ai retiré mon bras et reculé. Tu as fait ton choix au moment où tu l'as laissé revenir ici sans une excuse. Tu as choisi son confort plutôt que ma dignité. Et maintenant, a-t-elle murmuré. Je l'ai fixé un long moment avant de parler. Maintenant, j'appelle mon avocat. Il y a eu une immobilité dans la pièce après ça. Pas un silence, juste une immobilité. Comme si tout le monde réalisait soudain que ce n'était pas juste une dispute. C'était le moment où les choses se brisaient. Carla clignait des yeux rapidement comme si elle essayait de retenir ses larmes, mais je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je ne l'ai pas réconfortée. Je l'avais fait trop de fois, pour être ensuite minée. Jada s'est affalée sur le canapé, soudainement silencieuse, soudainement incertaine. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte derrière moi. Mes mains étaient stables quand j'ai retiré mon alliance et les posé sur la table de chevet. C'était le moment le plus paisible que j'avais ressenti depuis des années. Au moment où je suis descendu le lendemain matin, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. La maison était trop chaude, trop bruyante, trop pleine de tension pour être vide. J'ai entendu le bruit inimitable de Tom sur le parquet et le faible murmure de voix que je ne m'attendais pas à réentendre. Pas encore, et pas comme ça. Quand j'ai tourné au coin du salon, elle était là, Jada, sur le canapé, les jambes repliées sous elle comme si l'endroit lui appartenait, un bol de céréales sur les genoux et son téléphone à la main. Pas d'excuses, pas de regard penaud, pas de remords, juste un bref coup d'œil dans ma direction avant de se retourner vers son écran comme si j'étais à nouveau le personnel de maison. Et juste derrière elle, debout, les bras croisés avec ce regard de fureur étudié, Carla. Elle avait l'air reposée, résolue, comme si elle avait eu toute la nuit pour se convaincre qu'elle avait raison, comme si elle était prête à partir en guerre pour ça. Elle n'a rien dit au début, me fixant juste comme si c'était moi qui avais franchi une ligne. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas dit un mot. Je voulais l'entendre directement de sa bouche, le mensonge avec lequel elle avait clairement décidé de vivre. Carla s'est raclé la gorge et a fait un geste vers le canapé. Elle ne va nulle part, a-t-elle dit. Et tu n'avais aucun droit de la mettre à la porte. J'ai penché la tête,
la voix calme. Aucun droit. C'est ça, a-t-elle dit en s'avançant. C'est ma fille. C'est sa maison. Non, ai-je dit sèchement. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Je l'entretiens. Je paie toutes les factures. Tu as emménagé quand nous nous sommes mariés, et elle est venue avec toi. C'était l'accord. Mais elle m'a manqué de respect d'une manière que je ne peux ignorer. Et si tu me dis que ça ne te pose pas de problème, alors tu fais partie du problème. La bouche de Carla s'est ouverte comme si elle avait une réponse toute prête. Mais rien n'est sorti. Juste une lueur dans ses yeux. De la culpabilité peut-être, ou la lointaine reconnaissance que je ne jouais plus le rôle qu'elle m'avait assigné. Jada a levé les yeux à nouveau, mâchant toujours, et a dit « Mon Dieu, tu es si dramatique. » C'était juste une blague. Sa voix dégoulinait d'ennui, le genre que les adolescents utilisent quand ils veulent vous faire savoir qu'ils ont arrêté d'écouter il y a 10 minutes. Je sentais mon pouce accélérer, mais je l'ai gardé enfoui. Inutile de crier. Le message avait déjà été délivré. Il était temps de passer à l'action. Tu n'as pas le droit de me traiter comme une blague et de vivre de mon argent, ai-je dit à Jada sans élever la voix. Ces jours sont révolus. Jada s'est levée, le bol toujours à la main. Tu penses que je veux quelque chose de toi? S'il te plaît, garde ton argent. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai hoché la tête une fois. Parfait. Alors ça ne te dérangera pas de repartir aujourd'hui. Carla s'est interposée entre nous. Elle ne part pas. Si tu penses que tu vas intimider ma fille pour la chasser de sa propre maison. Je n'intimide personne, ai-je interrompu. J'établis des limites. Et si tu n'es pas prête à soutenir ça, alors peut-être que tu devrais faire tes valises aussi. L'air dans la pièce a changé après ça. Il est devenu plus lourd, plus épais, comme si la vérité avait enfin fait son apparition et que personne ne savait comment respirer autour d'elle. Carla m'a regardé, abasourdi. Pendant une seconde, je pense qu'elle n'a vraiment pas cru que j'étais sérieux. Mais je l'étais. Chaque maudit mot. Je suis passé devant elle, j'ai pris mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je suis sorti. Je n'ai même pas eu besoin de rappeler mon avocat. Nous avions déjà fait réviser le contrat de mariage quand les choses avaient commencé à se dégrader des mois auparavant. Il attendait juste mon feu vert, et je le lui ai donné, debout pieds nus dans mon propre jardin pendant que mon mariage s'effondrait à l'intérieur. Je suis resté dehors pendant près d'une heure, assez longtemps pour sentir le soleil réchauffer ma peau. Assez longtemps pour entendre les bruits étouffés de Carla faisant les 100 pas à l'étage, Jada claquant une porte, quelqu'un jetant quelque chose qui s'est brisé sur le carrelage. Mais je ne suis pas rentré avant que la maison ne soit calme. J'avais besoin du silence. J'avais besoin de ce moment pour enregistrer ce que je venais de mettre en branle. Quand je suis finalement rentré, Carla était dans la salle à manger, la tête entre les mains. Elle a levé les yeux quand je suis passé et a murmuré « Tu l'as vraiment appelé ?» Oui. Elle a secoué la tête lentement. « Tu es en train de tout faire exploser pour une seule dispute. » Non, ai-je dit. Je me retire après des années de manque de respect. Cette dispute m'a juste rappelé que je mérite mieux. Je suis monté, j'ai fait un petit sac et j'ai réservé une chambre en ville. Je ne voulais pas rester dans cette maison avec elle. Plus maintenant. Ça ne ressemblait plus à un foyer. Ça ne l'avait pas été depuis longtemps. Et maintenant je savais pourquoi. Je me suis arrêté en haut des escaliers, écoutant les signes de vie, mais il n'y avait rien. Pas de bruit de pas, pas de mots, juste une immobilité qui semblait trop familière. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. À l'hôtel, je me suis allongé sur le lit, tout habillé, fixant le plafond. Mon alliance était toujours sur la table de chevet à la maison, et elle ne me manquait pas. J'ai commandé un verre au bar en bas et je l'ai laissé intact sur la table à côté de moi. Mon téléphone vibrait de messages. Carla me demandant de parler, Jada envoyant des SMS critiques d'un mot comme « sérieux » et « waouh ». Je n'ai pas répondu. Je les ai bloqués tous les deux pour la nuit. J'avais besoin de silence plus que tout. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Pas parce que j'étais heureux, pas parce que je me sentais vengé, mais parce que pour la première fois, je savais que je m'étais enfin défendu. J'avais tracé une ligne. Et j'étais prêt à voir le monde entier brûler si cela signifiait ne plus jamais la franchir. Le truc avec la guerre, la vraie guerre, c'est que personne ne s'en sort indemne.
Même quand on a raison, même quand on a tracé ses limites avec une précision chirurgicale, les retombées laissent des éclats dans des endroits qu'on ne savait pas pouvoir saigner. J'ai quitté l'hôtel 3 jours après m'y être installé. Non pas parce que j'étais prêt à revenir, mais parce que l'hôtel commençait à ressembler plus à un bunker qu'à un répit. Des murs stériles, des sourires forcés à la réception, l'odeur de draps trop javelisés. Tout cela me rappelait que j'étais dans les limbes, pas dans la libération. Alors, je suis rentré chez moi. Pas pour me réconcilier, pas pour plier. Je suis retourné parce que c'était ma maison. Et hors de question que je laisse deux ingrates la prendre en otage. Quand je suis entré, je m'attendais à une tempête. Des valises faites, des voix qui s'élèvent, Carla exigeant que je reconsidère. Jada lançant plus de venin depuis son téléphone. Mais la maison était d'un silence de mort. Lumières éteintes, rideaux tirés. Le genre de silence qu'on entend que lorsque les gens ont soit abandonné, soit complotent leur prochain coup. J'ai trouvé Carla dans la cuisine, sirotant du vin à 10 heures du matin comme si c'était du jus d'orange. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle a juste dit, « Ton avocat m'a appelé ». Sa voix était plate, cassante. Je n'ai rien dit. Elle a pris une autre gorgée. Alors c'est ça. 20 ans ensemble et tu en as juste fini. J'ai laissé la question en suspens. 20 ans. C'est ce qu'elle a dit. Mais je me souvenais que 10 de ces années, j'avais marché sur des œufs, essayant de ne pas perturber l'équilibre qu'elle maintenait entre la maternité et l'évitement. J'ai finalement répondu, lentement et calmement. Je n'en ai pas fini. Je commence enfin. Elle a posé son verre avec force, le vin éclaboussant les parois. Tu me punis pour son comportement. J'ai secoué la tête. Non, je te tiens responsable de l'avoir encouragé. Tu l'as laissé me manquer de respect pendant des années. Tu as trouvé des excuses, minimisé ma peine, m'as dit de laisser tomber comme si j'étais trop sensible. Tu as choisi le confort plutôt que la vérité, et maintenant tu es choqué que je ne veuille plus le porter. Elle s'est levée brusquement, les yeux flamboyants. Tu savais dans quoi tu t'engageais en m'épousant. J'étais une mère avant tout. J'ai hoché la tête. Et j'ai respecté ça. Je ne t'ai jamais demandé de choisir entre nous. Mais à la seconde où tu l'as ramenée dans cette maison après ce qu'elle m'a dit, tu as fait ton choix. Le reste de la journée s'est écoulé au ralenti. Pas de cris, pas de larmes, juste deux personnes marchant sur la pointe des pieds autour des ruines de ce qui était autrefois un mariage. Jada n'est pas sortie de sa chambre une seule fois. Je savais qu'elle était toujours dans la maison car le journal de connexion Wi-Fi montrait son téléphone connecté toute la journée. Ça, et j'entendais de la musique à travers sa porte. Le genre de vacarme passif-agressif qui était censé me faire savoir qu'elle allait bien, qu'elle s'en fichait, qu'elle était en train de gagner. Mais gagner quoi? C'est ce que je n'arrêtais pas de me demander. À quel jeu pensait-elle jouer? Et quel était exactement le prix? Une maison? De l'argent? La satisfaction de voir quelqu'un qui avait essayé de prendre soin d'elle s'effondrer sous le poids de son mépris? Quelques jours plus tard, les papiers du divorce ont été signifiés. Carla n'a pas pleuré. Elle n'a même pas bronché. Elle a regardé l'enveloppe comme si c'était une facture qu'elle avait oublié de payer. Mais je savais mieux. Je savais que son silence n'était pas de la force. C'était de l'abandon. Elle n'avait plus la force de se battre parce qu'au fond d'elle, elle savait que je pensais chaque mot que j'avais dit. Le contrat de mariage était blindé. Mon avocat s'en était assuré avant même que nous nous fiancions. À l'époque, Carla avait qualifié cela de peu romantique et de froid, mais je lui avais dit que c'était juste de la clarté. J'avais construit ma vie avant elle, et je n'allais pas risquer de la perdre au nom de l'amour. Elle l'avait signé à contre-cœur. Maintenant, ce papier était la seule chose qui me protégeait de tout perdre au profit de personnes qui me traitaient comme un distributeur de billets avec des sentiments. Les retombées se sont propagées plus vite que prévu. Amis, voisins, connaissances communes, tous avaient leur opinion. Certains m'ont envoyé des messages privés en disant des choses comme « J'ai toujours trouvé que Jada en faisait un peu trop » ou « Honnêtement, bien joué, mec ». D'autres ont pris le parti de Carla, du moins publiquement. Sa sœur a publié un statut Facebook énigmatique sur les hommes qui abandonnent leurs responsabilités et les faux pères. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les gens qui me connaissaient, vraiment, comprenaient déjà. Ils avaient vu la façon dont Jada me parlait lors des réunions de famille, comment Carla en riait ou disait « Elle est juste taquine ».
Personne ne l'avait jamais prise à part. Personne ne m'avait jamais défendu. Maintenant, soudainement, ils avaient tous quelque chose à dire. C'est un de mes locataires, Franck, un mécanicien à la retraite qui vivait dans un de mes duplex en location, qui m'a donné la réaction la plus honnête. J'étais passé pour vérifier un robinet qui fuyait, ayant juste besoin d'une pause de la maison, quand il m'a tendu une bière et a dit « J'ai entendu ce qui s'est passé ». Je me suis préparé au jugement, mais il a juste haussé les épaules. Tu n'as pas tort. Tu sais, les gens prennent la gentillesse pour de la faiblesse, mais débrancher la prise, ça demande du courage. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant nos bières et regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Puis il a ajouté, il m'a fallu 2 divorces pour apprendre la même chose. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que la tranquillité d'esprit est plus précieuse que le fait d'être apprécié. Je n'ai pas répondu, mais ces mots se sont installés en moi comme une pierre. De retour à la maison, Carla avait commencé à faire ses cartons, tranquillement, méthodiquement, sans théâtralité. Elle connaissait le calendrier. Le contrat de mariage lui donnait un délai de 30 jours après le dépôt de la demande pour quitter les lieux, et elle n'allait pas se battre. Jada, par contre, n'avait pas emballé une seule chose. Elle continuait de se pavaner comme si rien de tout cela ne la concernait. Quand je lui ai demandé si elle avait pris des dispositions, elle a roulé des yeux et a marmonné « Tu penses sérieusement que je vais partir ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste parti. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre la rébellion adolescente et les conséquences de l'âge adulte. Dès que Carla serait partie, elle aussi. Pas de bail, pas de droit, plus de tolérance. Ce qui m'a le plus stupéfié, ce n'était pas le manque de respect. C'était le manque total de conscience de soi. Aucune des deux n'avait pris un moment pour réfléchir. Il n'y avait eu ni excuse, ni conversation, juste de l'indignation et de l'arrogance. Carla m'avait dit un jour que Jada finirait par perdre son attitude. Mais au lieu de s'en défaire, elle avait été nourrie par celle-ci, alimentée par des excuses, protégée de toute responsabilité. Et maintenant que ce bouclier s'était fissuré, elle ne le réalisait tout simplement pas encore. À la fin de la semaine, les déménageurs avaient été programmés. Carla m'a demandé si je serais prêt à parler une dernière fois avant son départ. J'ai accepté. Nous nous sommes assis sur le porche comme des étrangers regardant un orage approcher. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu sais, je ne te déteste pas », j'ai hoché la tête. « Je ne te déteste pas non plus. » Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je pensais juste que si nous tenions bon assez longtemps, peut-être que les choses s'arrangeraient. J'ai soupiré. Elles ne se sont pas arrangées. Et elles ne le feront pas, parce qu'arranger les choses, ce n'est pas guérir. C'est dissimuler. Elle n'a pas argumenté. Nous avons regardé la pluie tomber à verse. Et pendant un instant, il y a eu la paix. Mais la paix, j'avais appris, avait un coût, et j'étais enfin prêt à le payer. Il y a quelque chose d'étrange à se promener dans une maison qui était autrefois pleine de vie, pour la trouver vide, non pas de gens, mais d'énergie. L'air est plus lourd. Chaque pièce résonne. On commence à réaliser à quel point une présence fait du bruit, même si elle était toxique. Carla avait déménagé 2 jours plus tôt. Le dernier carton est allé dans un camion U-Haul qu'elle n'a pas pris la peine de louer elle-même. Son frère est venu l'aider, me disant à peine un mot. Je ne m'attendais pas à un au revoir de sa part. Je n'en ai pas eu non plus. Jada, cependant, c'était une autre histoire. Elle n'est pas partie avec sa mère. Elle est restée, comme si par pure volonté elle pouvait défaire la réalité. Je lui ai donné 72 heures. Je lui ai dit, platement et sans émotion, tu ne restes pas ici. Prends ce que tu veux. Ce qui restera après sera jeté. Elle m'a traité de monstre. J'ai appelé ça une conclusion. Mais dans les moments calmes qui ont suivi, quand la porte d'entrée s'est refermée et que j'étais enfin complètement seul, je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas libre. Je me sentais lourd. Pas de regret. Non, ce train était déjà parti, mais de souvenirs. Des anciens. Le genre qui vous surprend quand la colère s'estompe et que tout ce qui reste est une série de « et si ». Je me souviens de Jada à 13 ans, debout dans l'encadrement de la porte de mon bureau, tenant un test de maths avec un énorme F rouge dessus. Elle avait l'air embarrassée mais déterminée. « Je ne comprends pas », a-t-elle marmonné. « Tu peux m'aider ?» Et je l'ai fait. Je suis resté avec elle pendant des heures,
passant en revue des équations que je n'avais pas touchées depuis le lycée. Elle détestait chaque seconde, mais elle a continué à venir chaque après-midi jusqu'à ce que ses notes commencent à s'améliorer. Elle n'a jamais dit merci, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Il y a eu ce Noël. Elle avait demandé une PlayStation. Son père la lui avait promise des mois auparavant. Et bien sûr, il n'a pas tenu sa promesse. Elle n'a pas pleuré, a juste haussé les épaules comme si elle s'y attendait. J'ai attendu que les magasins ouvrent le lendemain matin et j'en ai trouvé une à 3 villes de là. J'ai conduit 2 heures, fait la queue avec d'autres parents désespérés, payé le double de sa valeur. Quand je suis rentré et que je la lui ai donnée, elle ne l'a même pas déballée. Elle a juste dit, tu n'étais pas obligé de faire ça. Mais je l'étais, parce que je voulais qu'elle sente que quelqu'un avait enfin tenu sa promesse. Cette nuit-là, j'ai dit à Carla que je n'essayais pas d'acheter l'amour de Jada. Je ne voulais juste pas qu'elle se sente abandonnée. Carla m'a embrassé sur la joue et a dit, elle finira par s'y faire, mais elle ne l'a jamais fait. Un après-midi, quand elle avait 16 ans, je l'ai trouvée en train de pleurer dans le garage. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis juste assis à côté d'elle. Au bout d'un moment, elle a marmonné qu'un garçon qu'elle aimait bien l'avait qualifié de « trop bizarre » pour sortir avec elle. Elle avait l'air si petite alors, si vulnérable. Je lui ai dit qu'elle était brillante, belle et bien trop pour les gens à l'esprit étroit. Elle n'a pas répondu, mais elle a arrêté de pleurer. C'était ça le truc. J'étais toujours là quand les choses allaient mal. J'étais celui qui tenait le filet quand elle tombait, mais cela ne s'est jamais traduit par du respect, ni même de la reconnaissance. J'ai commencé à réaliser qu'elle ne voulait pas d'un filet. Elle voulait quelqu'un à blâmer quand elle s'écrasait. Et quand je n'ai plus voulu jouer ce rôle, je suis devenu l'ennemi. Je repensais à une nuit, il y a peut-être 2 ans, où Carla et moi nous étions disputés à propos du ton de Jada. Je lui avais demandé gentiment de ne pas m'insulter au milieu du dîner. Carla avait balayé ça d'un revers de la main. Elle est juste expressive, avait-elle dit. Elle teste les limites. Je lui avais dit que j'en avais marre d'être le seul à fixer des limites. Carla était devenue sur la défensive. M'a dit que je ne comprenais pas ce que signifiait élever une adolescente. Mais je n'essayais pas de l'élever. J'essayais de coexister. D'être une présence constante, comme un homme décent devrait l'être. Mais je n'ai jamais eu de partenaire là-dedans. Carla jouait toujours le rôle de médiatrice, jamais d'exécutrice. Et ce fut le début de la fin. Quand je suis finalement entré dans la chambre de Jada pour la vider, c'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Bougie à la vanille, parfum, une pointe de shampoing sec. C'était comme entrer dans un souvenir préservé par l'odeur. Ses posters étaient toujours sur le mur, bien que les bords se recourbent. Une pile de vêtements à moitié pliés gisait sur le lit, comme si elle avait prévu de faire ses valises mais ne l'avait finalement pas fait. Sur le bureau, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom dessus. Mon estomac s'est noué. Je me suis assis sur le bord du lit, je l'ai ouverte et j'ai sorti une lettre écrite dans cette écriture cursive théâtrale qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que quelque chose paraisse profond. Ce n'était pas une lettre d'excuse, bien sûr que non. C'était une tentative de culpabilisation. 3 pages de chantage affectif écrites d'une main ferme et avec une langue acérée. Elle m'accusait de ne l'avoir jamais vraiment aimé, de faire les choses juste pour passer pour un type bien, de l'avoir fait se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Tu as toujours essayé d'impressionner les gens, écrivait-elle. Pas de les aimer. Cette phrase m'a piqué, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était si loin de la vérité que ça ressemblait à de la diffamation. Chaque sacrifice que j'ai fait, chaque petit geste, je ne l'ai pas fait pour la galerie. Je l'ai fait parce que je croyais que l'amour n'était pas seulement des mots. C'était de la constance, de la fiabilité, de l'action. Mais je suppose que rien de tout cela n'a d'importance si la personne qui en est le destinataire est déterminée à ne pas le voir. Je n'ai pas répondu à la lettre. Je ne l'ai même pas gardée. Je l'ai repliée dans l'enveloppe, je me suis approché de la cheminée et j'ai allumé une allumette. Elle a brûlé rapidement, ses bords s'enroulant, transformant les mots acérés en cendres. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que la dernière braise s'éteigne, et je me suis senti plus léger. Pas absous, juste lucide. Elle avait fait connaître sa vérité, et je n'avais plus aucune obligation de la porter. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message d'une des cousines de Carla, quelqu'un que je connaissais à peine. Elle a dit, « Je sais que tu traverses une période difficile. Je voulais juste te dire que j'ai toujours pensé que tu étais un homme bien.
Jada et Carla ont profité de ça, et je suis désolé que tu te sois retrouvé au milieu de tout ça. C'était peu de choses, mais ça a signifié plus que je ne l'aurais cru, car parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une personne qui dise « Je l'ai vu, moi aussi ». Il m'a fallu près d'une semaine avant de pouvoir traverser toute la maison sans m'arrêter à chaque porte en me demandant ce qui s'y trouvait autrefois, quelle énergie, quel écho, quelle version de moi-même. Il fut un temps où cette maison semblait trop grande pour un seul homme. Maintenant, elle semblait juste à la bonne taille. Chaque pièce avait un calme qui ne semblait pas solitaire. Il semblait mériter. Je me déplaçais lentement à travers elle, comme quelqu'un qui se remet d'une opération. Pas de télévision hurlant en fond sonore. Pas de pas martelant les escaliers en signe de défi. Pas de porte claquant à la place des conversations. Juste la paix. Une paix sacrée et lourde qui m'avait coûté presque tout ce que je pensais construire, mais qui m'a rendu quelque chose de bien plus important, moi-même. Le premier matin que j'ai passé vraiment seul, j'ai fait du café en silence et je suis resté pieds nus sur le carrelage de la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin que je tondais à la main juste pour économiser quelques dollars. J'ai vu la vieille balançoire que j'avais montée un été où Jada avait dit qu'elle en voulait une. Elle l'a utilisée exactement 2 fois, mais je ne l'ai jamais démontée. Pendant des années, je n'arrêtais pas de penser, peut-être qu'un jour, elle amènera ses propres enfants dans ce jardin. Peut-être qu'un jour, elle verra ce que j'essayais de lui donner. Ce fantasme est mort au moment où j'ai lu sa lettre. Et quand j'ai finalement démonté cette balançoire rouillée avec un pied de biche, ce n'est pas de la tristesse que j'ai ressentie, mais une libération. Comme si j'enlevais quelque chose qui n'avait plus sa place. Un souvenir dont je n'avais plus besoin de faire semblant qu'il signifiait quelque chose pour nous deux. Quelques jours plus tard, j'ai donné 3 cartons de ces vieilles affaires à un refuge local. Des vêtements qu'elle n'a jamais portés, des gadgets qu'elle n'a jamais utilisés, des livres qu'elle n'a jamais lus. J'ai gardé une seule photo, juste une, de nous 3 au lac pendant un voyage d'été. Carla nous avait tous fait porter des t-shirts assortis. Jada avait l'air misérable, mais le soleil frappait ses cheveux juste comme il fallait, et il y avait la plus infime trace d'un sourire sur son visage. J'ai gardé cette photo non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je voulais me souvenir que j'avais essayé, que j'avais vraiment essayé, que je n'étais pas parti de manière désinvolte ou cruelle. Je suis parti après avoir donné toutes les chances qui auraient dû être données, et même plus. J'ai changé les serrures, pas seulement parce que c'était logique d'un point de vue légal, mais parce que j'avais besoin du rituel. J'avais besoin d'entendre le métal s'enclencher et de savoir que cet espace, ce sanctuaire, était maintenant le mien. Fini les décisions partagées. Fini de regarder par-dessus mon épaule pour une validation qui n'est jamais venue. C'était une sensation étrange de se tenir devant ma porte d'entrée avec un tout nouveau jeu de clés. Comme un homme qui rentrait enfin chez lui, même s'il n'était jamais vraiment parti. J'ai mieux dormi cette semaine-là que je ne l'avais fait en plus d'une décennie. Mes rêves étaient calmes. Pas de visage, pas de cris, juste le silence et le bourdonnement d'un climatiseur qui n'avait plus à rivaliser avec le drame. Puis, alors que les choses commençaient à se tasser, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux de la part de Jada. La photo de profil était récente. Elle était plus âgée maintenant, un peu plus raffinée, mais le sourire narquois était toujours là. Son message était simple. J'espère que tu es heureux. Tu as tout gâché. C'était tout. Pas de salutation, pas de faux semblant, juste un dernier coup de poignard de la part de quelqu'un qui ne pouvait toujours pas admettre avoir poussé le bouchon trop loin. Je ne l'ai pas bloqué tout de suite. J'ai fixé le message pendant 10 bonnes minutes. Puis j'ai tapé. Je n'ai rien gâché. Je suis parti parce qu'on me manquait de respect. Si cela a ruiné ton fantasme d'un soutien sans fin avec 0 responsabilité, alors il était peut-être temps qu'il soit ruiné. J'ai hésité au-dessus du bouton d'envoi. Puis je l'ai effacé. Je n'avais rien besoin de dire. Le silence serait plus éloquent. À la place, je suis allé au salon, je me suis versé un verre de bourbon et je me suis assis près de la cheminée. Il ne faisait pas froid, mais je l'ai allumé quand même. Pas pour la chaleur, juste pour le symbole. J'ai regardé les flammes vaciller, pensant à tout ce que j'avais perdu. La famille que j'avais essayé de construire, la partenaire en laquelle je croyais, la fille que je pensais pouvoir en venir à m'aimer. Mais dans le même souffle, j'ai réalisé ce que j'avais gagné. La force de dire, ça suffit, la lucidité de savoir quand la gentillesse est prise pour de la faiblesse, et le courage de partir la tête haute. Une semaine plus tard,
j'ai reçu une invitation à un barbecue chez un ami commun. J'ai failli ne pas y aller. Je ne voulais pas des regards de travers, des questions chuchotées, de la sympathie forcée. Mais j'y suis allé quand même, parce que j'avais besoin de revenir dans le monde en tant que moi-même, pas en tant que mari, pas en tant que beau-père, pas en tant que bouc émissaire. Juste moi. Et à ma grande surprise, les gens l'ont remarqué. Un ami m'a pris à part et m'a dit, « Tu as l'air plus léger, comme si un poids t'avait été enlevé. » J'ai souri, car c'était le cas. Nous avons parlé, nous avons ri, nous avons joué aux cartes, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir me justifier. Plus tard dans la soirée, je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté dans l'entrée. Ce silence, le même silence qui me semblait autrefois étouffant, ressemblait maintenant à une chanson, un hymne à ma propre liberté. Je n'avais pas besoin de bruit pour remplir l'espace. Je n'avais pas besoin de gens pour que ça ressemble à un foyer. J'avais besoin de respect. J'avais besoin de limites. J'avais besoin de paix. Et maintenant, j'avais les trois. On dit que la famille, c'est pour toujours. Mais j'ai appris que ce n'est vrai que lorsqu'il y a un respect mutuel. L'amour sans respect, c'est de la manipulation. Le sacrifice sans reconnaissance, c'est de la servitude. Je suis parti non pas parce que j'avais cessé de m'en soucier, mais parce que j'ai commencé à me soucier de moi-même. Je ne regretterai jamais ce que j'ai donné. Mais je ne m'excuserai jamais d'avoir choisi la paix plutôt que la performance. Si vous avez déjà atteint un point de rupture dans votre propre famille, je veux en entendre parler. Quelles limites avez-vous fixées et qu'est-ce que cela vous a coûté? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a un peu trop touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour plus de contenu, et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. La paix ne se donne pas, elle se revendique. À bientôt dans la prochaine histoire.